Pendant 8 ans, nourrit et nettoyé sa belle-mère alitée, endurant insultes, nuit blanche et silence. Mais le jour des funérailles, lorsque l'avocat a ouvert une enveloppe scellée laissée par celle que tout le monde croyait la haïr, la vérité qu'elle contenait a laissé un cri de surprise dans la salle et Zoya est tombée à genoux. Zoya était une femme humble et discrète, issue d'un petit village. Elle avait bon cœur et parlait peu, mais elle faisait toujours ce qui était juste. Après avoir épousé Kweku, un enseignant de la ville, elle emménagea dans la maison familiale. La vie n'était pas facile, mais Zoya ne se plaignait pas. Peu de temps après son emménagement, la mère de Kweku, Madame Ifura, tomba gravement malade. Elle ne pouvait plus marcher ni rien faire seule. La famille fut sous le choc, mais aucun des frères et sœurs de Kweku ni aucun membre de sa famille ne proposa son aide. Chacun trouvait une excuse pour rester à l'écart. Certains habitaient loin, d'autres se disaient trop occupés. Finalement, c'est Zoya qui s'est chargée du travail. Bien que nouvelle dans la famille et très jeune, Zoya prit la relève et prit entièrement soin de Madame Ifura. Elle l'aidait à prendre son bain, la nettoyait, lui préparait ses repas et veillait la nuit lorsque Madame Ifura pleurait ou avait du mal à respirer. Zoya faisait tout cela discrètement, sans chercher à être félicitée ni à attirer l'attention. Personne ne la remarquait vraiment ni ne la remerciait. On la traitait comme si elle était là pour servir, mais Zoya ne s'arrêtait jamais. Elle travaillait dur chaque jour, et même si Madame Ifura n'était pas gentille avec elle, elle ne s'éloignait jamais. Tandis que d'autres allaient et venaient, riaient et vivaient leur vie, Zoya restait et s'occupait de sa belle-mère malade. Elle était devenue à la fois une infirmière, une aide-soignante et une fille, mais personne ne la voyait vraiment. Elle n'était qu'une belle fille discrète que les gens ignoraient, mais elle persévérait, l'amour au cœur et la force d'esprit. Pendant 8 longues années, Zoya a vécu chaque jour la même routine pénible. Elle se réveillait dès 4 heures du matin, avant même le lever du soleil. Pendant que les autres dormaient encore, elle changeait déjà les draps de Madame Ifura, la lavait et préparait son repas. Parfois, la vieille femme s'était salie pendant la nuit, et Zoya nettoyait tout en silence, sans se plaindre. Elle faisait bouillir de l'eau chaude, massait les jambes et les bras fatigués de Madame Ifura, la nourrissait cuillère par cuillère et l'aidait même à s'asseoir pour mieux respirer. C'était un travail qui demandait force et patience, et Zoya les possédait, même si elle était seule à tout faire. Tandis que d'autres femmes sortaient pour profiter des fêtes, des mariages et des réunions de famille, Zoya restait à la maison. Année après année, elle manquait les célébrations de sa propre famille. Elle ne rendait pas visite à ses parents. Elle n'assista à aucune cérémonie de baptême et ne revit pas ses anciens amis. Son monde devint cette petite pièce où reposait Madame Ifura. La vie de Zoya fut faite de sacrifices, mais personne ne le vit vraiment. Son téléphone sonnait à peine. Son nom était rarement mentionné. Elle avait renoncé à sa jeunesse, à son énergie, à sa joie. Tout cela pour une femme qui ne lui avait jamais dit merci. Au lieu de cela, Madame Ifura l'insultait souvent. Elle la traitait de fille ordinaire, de simple villageoise. Elle la blâmait pour tout ce qui n'allait pas. Si son fils, Kweku, rencontrait des difficultés au travail, Madame Ifura lui répondait que c'était parce qu'il avait épousé une inconnue. Zoya entendit ces mots et ravala ses larmes. Chaque jour, elle essuyait des regards froids et des paroles acerbes, et pourtant elle persistait. Kweku, son mari, ne la défendait jamais. Il ne l'insultait pas, mais ne la soutenait pas non plus. Il disait toujours des choses comme « Maman est vieille, on se débrouille » ou « S'il te plaît, ne crée pas de problème ». Il voulait la paix dans la maison, alors il garda le silence. Son silence était aussi douloureux que les insultes. Zoya se sentait seule, mais elle continuait à travailler, à servir et à espérer qu'un jour, peut-être, quelqu'un verrait tout ce qu'elle avait fait. Mais pour l'instant, elle n'était qu'une ombre silencieuse dans la maison, travaillant, se sacrifiant et se laissant oublier. Et Zoya vivait tranquillement dans cette maison, consacrant toute sa vie à prendre soin de Madame Ifura et du reste de la famille. Il n'apparaissait que lorsqu'il y avait un repas, une fête ou quelque chose à photographier. Lors des fêtes comme Pâques, Noël et les grands anniversaires familiaux, ils arrivaient en tenues élégantes, dans des voitures de luxe et à grands cris. Ils arrivaient en riant, serrant Madame Ifura dans leurs bras, la qualifiant de forte et bénie, comme s'ils avaient été à ses côtés toute l'année. Ils ne demandaient pas qui avait nettoyé après elle, qui avait lavé ses vêtements, ni qui était resté éveillé toute la nuit lorsqu'elle souffrait. Ils ne posèrent pas de questions, car ils s'en fichaient. Ils voyaient Zoya là,
mais la traitaient comme une domestique, pas comme un membre de la famille. Zoya cuisinait pour eux, nettoyait derrière eux, servait à manger avec le sourire, et retournait quand même voir Madame Ifura, qui faisait généralement semblant d'avoir tout fait toute seule. La famille hochait la tête et applaudissait, disant des choses comme « Maman, tu es si forte, tu n'as même pas l'air malade. » Et Zoya souriait simplement, retenant ses larmes. Pas un seul ne la regardait avec gentillesse. Pas un ne lui disait « Merci pour tout ce que tu fais. » Au lieu de cela, ils murmuraient des choses cruelles. Certains disaient que Zoya avait eu de la chance que Keku l'épouse, une villageoise comme elle. Elle devrait être reconnaissante, disait-il dans son dos, mais assez fort pour qu'elle les entende. Une cousine, Loma, était la pire. Elle venait de la ville, portait des vêtements de marque et regardait toujours Zoya de haut en bas comme si elle n'était rien. Un jour, elle a même dit à Keku, « Tu es encore jeune, tu peux faire mieux. Trouve quelqu'un de plus classe, plus instruit. Cette fille te freine. » Zoya entendit ces mots et eut le cœur brisé, mais elle ne pleura pas. Elle avait assez pleuré dans cette maison. Au lieu de cela, elle retourna à la cuisine, s'essuya les yeux avec son papier d'emballage et continua à cuisiner pour ceux qui l'insultaient. Personne ne la défendit, pas même Keku. Il baissa simplement les yeux et ne dit rien. Le même homme pour qui elle avait quitté son village, le même homme qu'elle soutenait, pour qui elle priait et qu'elle servait sans poser de questions. Parfois, Zoya se demandait « Si je quittais cette maison aujourd'hui, à qui manquerais-je » Mais elle restait, non pas par amour familial, car cet amour n'a jamais existé. Elle est restée parce qu'elle croyait qu'il fallait faire ce qui était juste, même quand personne ne l'applaudissait, même quand tout le monde faisait comme si elle était invisible. Elle est restée parce qu'elle avait promis de prendre soin de Madame Ifura, et même si le monde ne la remarquait pas, elle savait au fond d'elle qu'elle accomplissait quelque chose de pur, de vrai. La pluie tombait à verse cette nuit-là, le vent soufflait fort et le tonnerre faisait trembler le toit. Tout le monde dormait dans la maison, mais Zoya était encore éveillée, assise près du lit de Madame Ifura, comme toujours. Elle venait de la laver après un petit accident, de changer les draps et de l'aider à boire de l'eau. Madame Ifura semblait faible ce soir-là, plus que d'habitude. Ses yeux semblaient fatigués, sa respiration ralentie. Zoya sentit quelque chose de différent, mais elle ignorait quoi. Soudain, Madame Ifura déplaça lentement sa main et tendit la main pour toucher les doigts de Zoya. C'était la première fois qu'elle faisait ça. Sa main était froide, mais sa prise était douce. Puis, d'une voix tremblante et calme, elle dit « Zoya. » Juste ça. Zoya se fichea. En 8 ans, Madame Ifura ne l'avait jamais appelée par son nom. Elle disait toujours « Toi, ma fille », ou parfois pire encore. Entendre son nom sur ses lèvres était étrange, presque irréel. Zoya la regarda, les yeux écarquillés. Madame Ifura lui tenait la main et murmurait « Je comprends maintenant. J'avais tort. » Ces mots frappèrent Zoya comme une vague. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Était-ce un rêve? Ou peut-être que Madame Ifura avait de la fièvre et disait n'importe quoi. Mais en la regardant dans les yeux, elle vit quelque chose de réel. Regret, douceur, peut-être même amour. Zoya ne savait pas quoi dire. Elle restait assise là, tenant la main de la vieille femme, le cœur lourd et confus. Tant d'émotions la submergeaient. Surprise, douleur, tristesse. Pendant des années, elle avait attendu un seul mot de gentillesse. Et maintenant, au moment où elle s'y attendait le moins, il arriva. Dans le calme de la nuit, pendant un orage, sur les lèvres d'une femme qui ne lui avait jamais témoigné d'affection, elle resta à ses côtés toute la nuit, lui tenant doucement la main. Elle ne dormait pas, craignant qu'il arrive quelque chose. Et au matin, alors que la pluie cessait et que le soleil tentait de se lever, Zoya sentit la main qu'elle tenait s'immobiliser. Complètement immobile. Madame Ifura était décédée. Comme ça, paisiblement. In silence. Sous la garde de Zoya. Des larmes coulaient des yeux de Zoya. Non seulement parce que Madame Ifura était partie, mais aussi parce qu'il lui avait fallu 8 longues années pour entendre les mots qu'elle attendait. Et maintenant, celui qui avait enfin compris sa valeur n'était plus là. La nouvelle du décès de Madame Ifura s'est rapidement répandue. Le lendemain, sa maison était remplie de proches venus de tous les coins du pays. Des gens qui ne lui avaient pas rendu visite depuis des années sont soudain arrivés, le visage triste et allongé, pleurant bruyamment et s'embrassant comme s'ils avaient perdu un être cher. Ils portaient des vêtements coûteux, transportaient de gros sacs de nourriture et de boissons et se mettaient à donner des ordres comme s'ils étaient chez eux.
Zoya observait silencieusement depuis un coin. Personne ne lui demandait comment elle allait. Personne ne se souvenait qu'elle avait pris soin de Madame Ifura chaque jour pendant 8 longues années. Au lieu de cela, elle a été traitée comme une étrangère. Une tante lui a même conseillé de quitter le salon, car c'était pour la vraie famille. Une autre cousine l'a repoussée, affirmant qu'elle n'était que sa belle-fille, et non une parente par le sang. C'était comme si tous ces sacrifices n'avaient servi à rien. Au moment des funérailles, le chef Bada, le fier cousin de Madame Ifura, prit la tête. Il fit le tour de la propriété, le torse bombé, comme s'il avait toujours été proche d'elle. Il a prononcé des discours, partagé des anecdotes et loué Madame Ifura pour sa force de caractère et l'amour de sa famille. Il n'a pas mentionné une seule fois Zoya. Personne ne l'a remercié pour son action. C'étaient eux qui pleuraient le plus fort, qui dansaient le plus et qui faisaient comme s'ils avaient toujours été là. Mais Zoya connaissait la vérité. Aucun d'eux n'avait changé un seul drap, préparé un seul repas ou veillé toute la nuit à masser des pieds enflés. Ils étaient simplement venus pour faire un spectacle, pour être vus et pour dire qu'ils faisaient partie de quelque chose. Zoya se tenait à l'arrière-plan, les yeux emplis de larmes silencieuses. Elle n'avait pas besoin de leur amour factice. Elle savait qui elle était. Et même si personne ne l'applaudissait, elle avait fait ce qu'aucun d'eux n'aurait jamais pu faire. Elle avait aimé, servi et pris soin des autres. Non pas pour des éloges, mais parce que son cœur était pur. 2 jours seulement après l'enterrement, alors que le bruit des funérailles commençait à s'apaiser, un homme calme et sérieux entra à la maison. Il portait un costume noir impeccable et un sac en cuir marron. Il s'appelait Maître Atul. Il se présenta comme l'avocat personnel de Madame Ophira. Personne ne le connaissait auparavant, ce qui surprit beaucoup de monde. Il demanda que tous les membres de la famille soient immédiatement convoqués au salon. Tout le monde se rassembla, même si certains le firent à contre-cœur. Certains semblaient agacés, d'autres curieux. Le chef Bada leva les yeux au ciel et demanda « Et maintenant ?» Quelques cousins chuchotèrent entre eux, se demandant pourquoi un avocat débarquerait maintenant que les funérailles étaient terminées. Kwiku parut perplexe, mais garda le silence. Zoya se tenait dans un coin, silencieuse comme d'habitude, sans rien attendre. L'avocat ouvrit son sac et en sortit une enveloppe blanche scellée. « Voici les dernières instructions de Madame Ophira, » dit-il calmement. Elle demanda que ces instructions ne soient lues qu'après son enterrement et seulement devant toute la famille. La pièce était maintenant silencieuse. Même les tantes les plus bruyantes restaient silencieuses. L'enveloppe portait le nom complet de Madame Ophira, écrit d'une écriture tremblante. L'avocat Atul le brandit à la vue de tous avant de l'ouvrir délicatement. Le bruit du papier, déchiré, résonna dans le silence. Certains commencèrent à s'agiter sur leur siège. Certains s'attendaient à des nouvelles de terre, de maison ou d'argent. D'autres pensaient qu'il s'agirait simplement d'un message de remerciement. Personne n'imaginait ce qui allait suivre. Zoya, debout dans un coin, baissa simplement la tête. Elle ne pensait pas que Madame Ophira lui avait laissé quoi que ce soit. Après toutes ces années d'ignorance, elle ne s'attendait pas du tout à ce qu'on se souvienne d'elle. Mais la salle retenait son souffle. Quel que soit le contenu de cette lettre, cela allait changer quelque chose. On le sentait dans l'air. L'avocat ouvrit soigneusement la lettre et commença à la lire à voix haute. Tous les présents se penchèrent en avant. Certains arboraient un sourire fier, s'attendant à ce que leur nom soit mentionné. D'autres croisèrent les bras, faisant semblant de s'en moquer. Mais la toute première phrase les choqua tous. « Si vous entendez cela, » lut l'avocat, « alors je suis passé. » Et maintenant, la vérité doit éclater. La pièce devint complètement silencieuse. Tous les regards étaient braqués sur lui. Je veux parler de quelqu'un qui m'a vraiment montré ce que signifie l'amour. Suite de la lettre, Zoya. Tout le monde se tourna vers elle. Zoya se figea, le cœur battant. L'avocate continua sa lecture. Quand Zoya est arrivée dans cette famille, je ne l'ai pas accueillie à bras ouverts. Au contraire, j'étais jalouse d'elle. Elle était gentille, patiente et forte. Tout ce que j'aurais souhaité être. Je l'ai vue travailler du matin au soir, s'occuper de moi sans se plaindre. Même quand je l'insultais, l'ignorais ou la blâmais, elle ne répondait jamais avec colère. Elle continuait à s'en soucier. Les yeux de Zoya se remplirent de larmes. Kwiku fixait ses mains. Le chef Bada s'agita sur son siège, soudain très mal à l'aise. Elle avait renoncé à son bonheur, à sa liberté et même aux visites à sa famille, juste pour s'assurer que j'allais bien. Et pourtant, je ne lui ai jamais dit merci.
Mais maintenant, je le ferai. L'avocat marqua une pause, le temps de bien assimiler les mots. Zoya, poursuivit-il, tu es le seul à ne jamais m'avoir quitté. Le seul à ne rien attendre de moi. Le seul à m'avoir vraiment aimé pour qui j'étais, même dans les moments difficiles. Tu es ma fille, plus que quiconque ne l'a jamais été. Les gens étaient bouche bée. Une tante a failli laisser tomber son sac à main. Les mêmes personnes qui se moquaient de Zoya la regardaient maintenant avec de grands yeux, sans voix. Mais Zoya ne bougeait pas. Elle se tenait là, silencieuse, comme toujours. Mais cette fois, son cœur était rempli. Non pas de douleur, mais de paix. Car enfin, la vérité avait éclaté. Et cela venait directement de la seule personne qui, jusqu'à présent, n'avait jamais dit un mot gentil. Alors que l'avocat arrivait à la fin de la lettre, toute la salle retint son souffle. Personne n'émit un son. Même ceux qui chuchotaient ou levaient les yeux au ciel étaient maintenant attentifs. L'avocat parcourut la salle du regard, puis lut les derniers mots de Madame le Fureur. « Mon dernier souhait, dit-il d'une voix ferme, est un souhait auquel j'ai longuement réfléchi. J'ai décidé de donner tout ce que je possède, la maison familiale, le terrain de notre village et toutes mes économies à Zoya. » Des exclamations de surprise résonnèrent dans la pièce. Quelqu'un fit tomber sa tasse de thé. Un cousin toussa bruyamment, comme s'il s'étouffait de surprise. Les tantes et les oncles commencèrent à se regarder avec de grands yeux perplexes. L'avocat poursuivit. « Et ma raison est simple, personne d'autre ne l'a méritée. » Un silence complet s'est installé dans la salle. On aurait dit une mouche volée. Tous les proches qui autrefois vantaient Madame Fureur pendant les fêtes, qui portaient les plus beaux vêtements et pleuraient le plus fort à l'enterrement, n'avaient soudain plus rien à dire. Ceux-là même qui qualifiaient Zoya de simple fille du village la regardaient désormais différemment. Non pas avec pitié, mais avec jalousie et stupeur. Zoya se tenait silencieusement dans un coin, les mains jointes. Elle ne souriait pas, ne se laissait pas impressionner. Ses yeux étaient pleins de larmes, mais pas à cause des biens ou de l'argent. C'était parce que, pour la première fois, quelqu'un voyait sa valeur. Pour la première fois, son service silencieux n'a pas été ignoré. Certains membres de la famille ont tenté de protester. Un oncle l'a dit, mais elle ne nous l'a pas dit. Un autre cousin s'est écrié, « C'est sûrement une erreur. » Mais l'avocat a calmement répondu, « Tout est légal. Tout est signé. » Madame Fureur prit sa décision en toute lucidité. Personne ne pouvait plus rien changer. Zoya resta muette. Elle sortit de la pièce en silence, comme elle y était entrée. Calme, douce et pleine de grâce. Mais cette fois, elle n'était pas seulement la belle-fille silencieuse. Elle était la maîtresse de tout. Et toute la famille savait, au fond d'elle-même, qu'elle le méritait vraiment. Dès que l'avocat eut fini de lire le testament, la pièce explosa de fracas. La tante de Kweku se leva, furieuse, criant que ce n'était pas juste. Ses cousins chuchotèrent entre eux, les yeux écarquillés par le choc. L'un d'eux désigna le tribunal. C'est impossible. Ils n'arrivaient pas à croire que Madame Fureur avait tout donné à Zoya, la femme qu'ils avaient toujours méprisée. En quelques jours, la famille passa à l'action. Ils réunirent de l'argent, engagèrent un avocat et portèrent plainte contre le testament de Madame Fureur. Ils prétendirent qu'il était faux, que Zoya avait peut-être trompé la vieille dame, ou que Madame Fureur n'avait pas toute sa tête lorsqu'elle l'avait signé. Ils étaient prêts à tout pour récupérer la maison, le terrain et l'argent. Mais lorsque le tribunal a ouvert le dossier et examiné les documents, tout était parfait. Chaque signature correspondait. Les empreintes digitales de Madame Fureur étaient bien là. Des témoins avaient également signé. La date et l'heure étaient clairement consignées. Tout s'est déroulé dans les règles de l'art et aucune erreur n'a été constatée. Même Kweku, le mari de Zoya, est resté silencieux pendant l'audience. Il semblait confus et perdu. Il a admis qu'il ignorait que sa mère avait modifié son testament. Il dit doucement, « Elle ne me l'a jamais dit. Je ne l'avais pas vu venir. » Ces paroles ont surpris tout le monde. Mais Zoya, malgré tout, est restée calme. Elle n'a pas élevé la voix. Nueve ni discutait. Et n'a rappelé à personne à quel point il l'avait maltraitée. Elle a simplement écouté, hoché la tête, et à la fin, elle s'est levée, a remercié poliment l'avocat et est rentrée chez elle. Sa maison maintenant. Sans fierté. Pas de célébration bruyante. Juste les pas silencieux d'une femme qui avait souffert en silence pendant 8 longues années et qui avait enfin obtenu ce qu'elle méritait. Sa force ne résidait pas dans sa résistance verbale, mais dans sa dignité silencieuse.
La maison qu'il a voyait autrefois comme une servante était désormais la sienne, et tous les membres de la famille la voyaient enfin, non plus comme une villageoise, mais comme une femme d'honneur et de pouvoir tranquille. Les mois passèrent, et la vie de Zoya prit un tournant inattendu. Elle transforma cette maison autrefois froide et vide en un lieu magnifique. Sous le nom de Madame Fureur, elle en fit un petit centre de santé, un lieu où l'on venait chercher soins, conseils et guérison. C'était sa façon d'honorer la femme qu'elle avait tant aimée. Elle ne s'arrêta pas là. Zoya savait combien il était important de s'investir dans sa communauté, comme elle avait autrefois tant donné d'elle-même. Elle a donc commencé à former des jeunes femmes aux soins de base et aux soins infirmiers. Elle leur a appris à prendre soin des malades, à tenir la main d'une personne dans ses derniers instants et à lui apporter du réconfort dans la douleur. Ces femmes, avides d'apprendre et d'aider, la considéraient comme un mentor et une leader. Son dévouement à aider les autres lui valut le respect de tous ceux qui franchissaient sa porte. Elle n'était plus la villageoise réservée et mise à l'écart. Elle était un symbole de force, de bonté et de résilience. Au fil du temps, ceux qui l'ignoraient autrefois commencèrent à l'admirer pour tout le bien qu'elle avait fait. Et Zoya, le cœur rempli d'humilité, continua à œuvrer, sans jamais oublier la femme qui avait été si dure envers elle. Dans la scène finale, on voit Zoya assise à la même table. Des années auparavant, elle mangeait seule, se sentant invisible. Mais cette fois, c'est différent. La table est désormais remplie de monde. Des femmes qu'elle a formées, de jeunes infirmières qu'elle a encadrées, et d'autres qui l'appellent Madame Zoya. Elle n'est plus seulement une soignante. Elle est la matriarche de cette nouvelle famille qu'elle a bâtie, une communauté qui reconnaît sa valeur. Zoya regarde autour d'elle, un sourire discret aux lèvres, et pour la première fois, elle se sent vraiment considérée. La même femme autrefois ignorée est aujourd'hui entourée de respect, d'amour et de gratitude. Si l'incroyable transformation de Zoya vous a inspiré, imaginez ce que vous pourriez accomplir en exploitant enfin votre véritable pouvoir. Ne laissez personne définir votre valeur. Prenez le contrôle de votre histoire, comme Zoya l'a fait. Si vous croyez au pouvoir de la résilience, de la force et de l'estime de soi, cliquez sur « J'aime ». Partagez cette histoire et laissez un commentaire ci-dessous expliquant comment vous allez atteindre votre grandeur aujourd'hui. Faisons passer le message que, quel que soit notre point de départ, nous pouvons toujours nous élever. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires inspirantes comme celle-ci. Et n'oubliez pas, votre voyage commence maintenant.